commencer, donc merci beaucoup Vlad de m'avoir permis de venir ici aujourd'hui pour présenter un outil sur lequel je travaille depuis un petit moment. Donc l'outil de la présentation, c'est Manalizer, un outil d'analyse statique pour les exécutables PE, donc Windows. Donc, je vais commencer par une petite présentation de qui je suis. Donc, je m'appelle Ivan Kwiatkowski. Voilà, vous me connaissez peut-être sur Twitter sous le pseudonyme de Justice Rage. Je bosse pour une petite société française qui s'appelle SMS International. On est dans le 15e arrondissement, on fait des prestations habituelles de cybersécurité. Puis voilà, donc on fait du pentest, reverse, des trainings, des choses comme ça. Donc à part ça, j'ai quelques projets open source sur GitHub, donc, dont Manalize. J'ai une petite application Android qui permet de checker les mises à jour si jamais vous n'utilisez pas le Play Store de Google. Et enfin, un repository qui s'appelle Freedom Fighting, dans lequel vous avez un ensemble de scripts qui sont utilisés pour faire du red teaming, donc de quoi effacer des logs, des reverse shell en Python avec chiffrement TTY, des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, je vais revenir directement au cœur du sujet. Donc, Manalize est un projet qui a commencé aux alentours de février 2014. La principale raison pour laquelle j'ai commencé à travailler dessus, c'est parce que j'étais un peu fâché avec mon logiciel antivirus, qui avait tendance à effacer un peu mes collections de samples, et puis de manière générale à prendre des décisions sur mon système que je ne comprenais pas. C'est-à-dire de temps en temps, vous avez un logiciel qui arrive sur votre PC, l'antivirus il affiche une pop-up rouge, il efface le programme sans vous expliquer en fait pour quelle raison il a pris cette décision et pourquoi en fait il choisit de déterminer qu'un logiciel va être considéré comme malveillant. Et puis voilà, moi ça m'agaçait un petit peu de ne pas comprendre. Et la dernière motivation derrière ce projet, c'était tout simplement que je travaillais à l'époque pour une société un peu plus grosse et qui faisait de manière régulière de l'analyse de malware pour des grands comptes. Et j'avais le sentiment qu'il y avait un ensemble de tâches un peu répétitives que je devais toujours faire. Donc commencer à passer le programme sous PEID, ensuite l'envoyer sur VirusTotal, des choses comme ça. Et il me semblait qu'il devait y avoir moyen, certainement, d'automatiser ça avec un seul outil qui s'occuperait de tout. Et comme je ne l'ai pas trouvé, j'avais décidé de l'écrire. Donc, de manière schématique, c'est un projet complètement open source qui est écrit en C++ et qui fonctionne sous Windows et diverses variantes de Unix Linux. Donc je n'ai pas testé sur Mac parce que je ne possède pas de matériel Apple, mais certainement que ça compile dessus et que ça fonctionne pareil aussi. L'idée, c'est de faire le pré-triage d'exécutables PE inconnus. Donc vous imaginez, vous avez un millier de fichiers exécutables, enfin un millier d'exé Windows sur un PC, vous voulez savoir lesquels sont intéressants de regarder en premier, c'est-à-dire potentiellement alors, qu'est-ce qui se passe? Potentiellement pour pouvoir ensuite les regarder plus en détail avec IDA ou les débugger avec le logiciel de votre choix. Mais comme ces opérations qui sont un petit peu coûteuses en temps, vous n'allez pas avoir forcément le temps de regarder tous ces programmes un par un. Donc l'idée de Manalize, c'est d'être capable aussi parmi tous ces exécutables que vous avez à avoir analysés, regarder lesquels sont a priori les plus intéressants. Donc c'est un projet qui est développé pour les professionnels du domaine. Donc c'est pas du tout un remplacement pour les antivirus standards, c'est pas non plus une solution de remplacement pour l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Manalize il fasse automatiquement, il soit capable d'émettre un jugement sur un programme. L'objectif est vraiment de générer un rapport qui est basé sur un ensemble de signaux faibles, qui va être présenté à un auditeur expert, et cet auditeur, sur la base de ces informations qui sont données et communiquées dans ce rapport, il va être capable de décider si oui ou non ça mérite une investigation qui est plus en profondeur ou si c'est un programme qui est a priori bénin, voire même si c'est quelque chose qui est malveillant mais qu'on a potentiellement déjà analysé. Voilà. Un dernier point sur lequel je suis souvent interpellé, c'est, on me dit généralement quand je parle de Manalize, il y a toujours quelqu'un qui me dit tu sais ce que tu devrais faire de l'analyse dynamique, parce que l'analyse dynamique c'est vachement bien. Donc c'est vrai, c'est vachement bien l'analyse dynamique. En fait, on pourrait discuter un petit peu de quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces approches. Là, le projet Manalize, lui, il se focalise que sur l'analyse statique uniquement. La raison pour ça, principalement, c'est que c'est des contraintes temporelles. Le but, c'est de pouvoir analyser énormément de samples à la suite et de voir quelques millièmes de secondes par analyse et non pas 2-3 minutes comme le ferait Cuckoo Sandbox. Voilà. Ce qui, bien sûr, ne veut pas dire que les résultats proposés par Cuckoo Sandbox ne sont pas pertinents et utiles. Donc je vais vous parler un petit peu de l'architecture du projet. Donc je vais présenter en fait les différentes boîtes par lesquelles passe le malware pendant son analyse. Et puis ensuite, à la fin, dans la suite de présentation, on va regarder un peu plus en détail les différentes parties du programme et comment elles fonctionnent. Alors je vois que c'est un petit peu coupé, c'est dommage, je dirai à l'oral qu'est-ce qui manque. Donc
voilà, l'idée c'est on prend des fichiers en entrée qui peuvent être tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des malwares, ça peut être aussi des fichiers qui ne sont pas des exécutables PE, parce que potentiellement on n'a pas eu la possibilité de trier. Ça rentre dans un parseur PE que j'ai écrit, je vais revenir un petit peu après là-dessus. Le parseur PE, il extrait en fait toutes les informations possibles statiquement sur la structure de l'exécutable. Ces informations sont ensuite fournies à un système de plugins qui, eux, vont piocher dedans pour regarder ce qui les intéresse. Et puis, un rapport est généré avec des informations qui sont fournies par ces plugins en sortie. Il y a aussi le moteur Yara qui est intégré dans le projet. Là aussi, j'en expliquerai un peu plus après de quoi est la question et comment je m'en sers. À ce rapport, on ajoute des hashes divers, donc le MD5 de chaque section, le SHA-1, enfin les choses comme ça, le imp hash aussi, pour ceux qui connaissent la convention. Et la partie qui est coupée là sur le slide, c'est derrière ce que j'appelle le output formateur. En fait, l'idée, c'est que le rapport, une fois qu'il est généré sous forme d'arborescence en fait, dans le programme en C, ensuite il rentre dans une partie du logiciel qui va soit en faire un affichage texte, soit un affichage en JSON. Donc, je vais regarder les différentes parties une par une. Je commence par le parseur PE. Les contraintes que je m'étais fixées, c'était que je voulais que l'API soit simple à utiliser, que le parseur soit rapide et robuste. Pourquoi robuste? Parce que la norme PE est en fait relativement complexe. Je ne sais pas si vous avez lu la documentation de Microsoft un jour, c'est assez intéressant, elle fait, je crois, peut-être 70 pages. Le problème principal, c'est pas tant qu'elle est complexe, mais c'est surtout que le loader de Windows tel qu'il est implémenté est particulièrement laxiste. C'est-à-dire que quand bien même un exécutable n'adhérerait pas strictement à cette norme, Windows, des fois, il va choisir de le charger quand même et puis de réparer ce qu'il y a à réparer pour que le programme y marche. Ce qui est très sympathique pour les utilisateurs, mais pour ceux qui développent du coup des parseurs, ça pose d'autres problèmes qui sont que on ne peut pas vraiment se fier strictement à ce qui est dit dans la norme pour pouvoir décider si un programme est valide ou non. D'autre part, quand on décide de travailler sur des malwares, il y a des difficultés supplémentaires qui sont que on est susceptible, et même c'est obligatoire que tôt ou tard on tombe sur un programme qui va sciemment essayer en fait, de faire planter les logiciels d'analyse. Donc il y a eu des POC il y a quelques années qui faisaient planter IDA, il y en a qui font planter GDB, dans le monde Linux, mais en fait l'idée est la même. Il y a eu une présentation à Black Hat 2011 qui était très intéressante de Reversing Labs qui s'appelait Undocumented PECOF, dans laquelle ils listaient tout un ensemble d'astuces qui permettaient de faire planter les parseurs. Une que je trouvais particulièrement intéressante, c'est que dans un des RPE, il y a en fait un alignement, et en fait, si jamais c'est pas un multiple de 256, le loader de Windows, automatiquement, il va l'arrondir au plus proche. Donc ça, c'est bon à savoir, parce que si jamais votre parseur ne reproduit pas le même comportement que le loader, derrière, le parseur, il va aller lire des données là où elles ne sont pas, et vous allez lire des choses qui ne sont pas celles que voit Windows, et en fait, votre analyse, elle va être bonne pour la poubelle, tout simplement. Alors, j'avais testé plusieurs parseurs dans différents langages. Il y avait PEFile en Python. Python, je n'avais pas voulu aller dessus parce que je trouvais que ça n'allait pas assez vite pour traiter beaucoup de samples à la suite. Ceux que j'avais trouvés en C++, ils avaient l'air vraiment vulnérables. Je n'avais pas voulu continuer avec. Voilà, donc là, j'imagine qu'au moment où je vous dis que les PE c'est dur à parser et que du coup j'ai écrit mon parseur en C++, il y a certains d'entre vous qui doivent penser que du coup c'est à ça que ressemble quelqu'un de stupide. Le mieux que je puisse dire, c'est que j'ai fait de mon mieux, j'ai programmé de manière défensive, et surtout j'ai faisé le programme pendant 2 mois avec AFL, et j'avais pas trouvé de crash. J'avais utilisé l'ensemble d'exécutables de Angelo Albertini qu'il a créé pour tester ses parseurs à lui, et aussi par, je pense, défi intellectuel. Mais après, on peut utiliser d'autres corpus de départ si jamais on a envie. Et j'ai lancé un bug bounty aussi il y a à peu près 1 an et demi maintenant, c'était en 2016. Donc l'idée, c'est si jamais vous arrivez à m'envoyer un sample qui fait planter Manalize, vous gagnez 100 €. Bon, c'est pas euros, mais ça vient c'est pas énorme, mais ça vient de ma poche, donc voilà. Je paye pas pour les crashs qui sont dans les parties, dans les bibliothèques tierces évidemment, mais bon, tout ça c'est, on va dire, sur le système de la bonne foi. Ouais. Ouais, allez-y, n'hésitez pas. Tu as déjà eu c'est super intéressant de voir des bounties et très courageux en plus de le faire sur un projet libre et de ta poche. Tu as déjà eu des retours sur le bounty? Absolument. Alors j'ai eu des retours. Alors le bounty concerne aussi le site internet dont je vais parler après. Donc j'ai eu tous les retours classiques, genre il manque des tokens CSRF, enfin des trucs comme ça, qui sont pas forcément applicables parce qu'il n'y a pas d'identification sur mon site. Mais
J'ai eu aussi un chercheur chinois qui m'a remonté 2 crashs. Alors le prototype, c'était, lui, il a faisait la version debug du programme, c'est-à-dire il a compilé en debug, et ensuite il a faisait, alors que moi je faisais sur la version release, et donc ce qui fait que dans la version debug, en fait, Clang il rajoute je sais pas, avec voilà, avec fnatize address et des trucs, des options comme ça, il rajoute lui des checks en plus, et grâce à ça il a trouvé un off by one quelque part. Je pense que c'était pas exploitable. Après ça a craché, donc j'ai payé. Voilà, donc sur la page manalizer.org/bounty, il y a en fait la liste des crashs, donc les deux qui ont été trouvés par ce mec-là, et les fixes, les liens vers GitHub, vers le patch qui corrige le problème. Voilà, donc en termes de vitesse, je suis assez satisfait dans le sens où j'arrive à traverser une archive de VirusShare qui fait à peu près 68 Go en à peu près 10 minutes. Alors il y a malgré tout je dois comment dire, relativiser le résultat en disant, alors il y a dans ces archives VirusShare, il y a tout et n'importe quoi, c'est-à-dire ils ont des points JavaScript, ils ont du HTML, et ils ont certainement des PDF aussi. Donc tout ça, en fait, c'est des fichiers que le parseur, dès le début, il est capable d'exclure, c'est-à-dire qu'il se rend compte que c'est pas du PE, donc il les exclut, mais bon, en même temps, il crache pas non plus. Donc, sur toute l'archive, c'est-à-dire je fais... Mon PC portable. Ouais. Voilà. Et évidemment, deuxième facteur qui permet de relativiser, c'est tous les plugins étaient désactivés. Alors les plugins, je vais en venir plus loin, mais par exemple, quand vous avez le plugin VirusTotal qui envoie un hash à VirusTotal pour aller checker, si jamais il n'y a pas de signature connue, bon là vous avez de la latence réseau évidemment, et ça, la performance elle est fait partir vers le plafond, quoi. Mais en termes juste de parsing pur et simple, normalement le parseur est relativement rapide et efficace. Yara, donc je pense que la plupart d'entre vous savent ce qu'est Yara. Dans le doute, je vais faire un rappel très rapide. L'idée de Yara, c'est que c'est un outil qui permet de rechercher des motifs des motifs binaires dans un fichier quelconque. Donc c'est un outil qui a été créé par Victor M. Alvarez qui travaille chez VirusTotal. La manière dont ça marche, c'est que vous écrivez des règles en fait, qui décrivent vos patterns. Ça peut être soit des expressions régulières, soit des suites d'octets, soit des chaînes de caractères, Unicode, ASCII, etc. Vous lui donnez votre règle ou votre ensemble de règles, vous lui donnez un ensemble de fichiers dans lequel il doit aller chercher, puis il vous dit si oui ou non ça match. Donc c'est plus ou moins un moteur antivirus dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que vous devez écrire les règles vous-même. Je l'ai intégré à Manalize pour des raisons que je vais présenter juste après, avec quelques modifications. Principalement, j'ai enlevé beaucoup de code qui était dans leur programme parce que eux, ils ont un outil en ligne de commande qui ne m'intéressait pas. Moi, je voulais juste récupérer le moteur de recherche. Donc j'ai fait ça, j'ai ajouté des wrappers C++. Ultérieurement, je crois qu'ils ont ajouté les leurs aussi, donc certainement qu'ils doivent être mieux maintenus. Et enfin, j'ai enlevé leur parseur PE, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un parseur PE qui est intégré dans Yara, parce que ça leur permet de faire des règles du genre « cherche-moi telle chaîne de tel motif à l'entry point de l'exécutable », ou alors dans telle section, etc. etc. Et il me semblait qu'avoir deux parseurs PE dans un seul projet, c'était vraiment pas une bonne idée. Donc j'ai enlevé le leur, et puis j'ai mis le mien à la place, donc j'ai fait tous les bindings pour pouvoir remplacer leur langage, et moi aussi pouvoir chercher des choses à l'entry point, etc. Voilà. Donc, je vais maintenant vous présenter un peu la liste des différents plugins que j'ai implémentés pour l'outil. Donc, le premier, à titre d'exemple, c'est le plugin ClamAV. Donc, ClamAV, c'est un antivirus qui est open source et qui a le bon goût de publier toutes ces règles sur Internet. Donc, ils ont leur propre langage à eux de règles, mais avec un script Python qui est aussi fourni avec Manalize, il y a moyen de les convertir en règles Yara. Donc, je ne distribue pas les signatures avec Manalize parce que ça n'a pas de sens, il faudrait que je les mette à jour tout le temps. L'idée, c'est que vous avez un script Python qui est fourni avec l'outil, vous le lancez pour télécharger les règles et les convertir automatiquement, et puis comme ça, derrière, vous pouvez appliquer les signatures, faire une recharge des signatures ClamAV sur les programmes que vous êtes en train d'analyser. Donc il y a là encore un petit truc qui n'est pas implémenté, c'est les databases HDB et MDB de ClamAV qui sont en fait des bases de hash, c'est-à-dire tous les hash de malware connus et hash des sections de malware connues que eux, j'ai pas importé. Voilà. Il y a aussi tous les, on va dire, toutes les techniques classiques de recherche de malware, donc du type regarder les ressources. Donc par exemple, est-ce que le programme qu'on est en train d'étudier, il a des ressources qui ont une entropie haute, ce qui pourrait laisser penser qu'elles sont soit chiffrées, soit compressées.
Est-ce que, par exemple, le programme il contient plus de 75% de ressources, auquel cas on peut potentiellement imaginer que c'est un dropper. J'ai aussi des règles particulières pour les programmes qui contiennent, les PE qui contiennent d'autres PE ou des PDF, parce que c'est des comportements qu'on voit assez souvent dans certaines familles de malware, c'est-à-dire des exécutables qui drop un PDF, qui ouvre le PDF pour faire croire que c'était vraiment un PDF, et à côté s'exécute, enfin on installe un truc en background. Je vous ferai un exemple tout à l'heure s'il y a du temps pour une démo. Et donc de la même manière que ferait Resource Hacker, c'est possible en ligne de commande avec Mananalyze d'extraire les ressources pour pouvoir faire une analyse ultérieure. PEID, c'est aussi un outil que je pense que vous connaissez bien, qui permet de détecter qui permettait plutôt de détecter les packers connus à une époque. Donc pareil, les signatures étaient en partie publiques, en partie privées. Celles que j'ai pu récupérer, je les ai converties en règle Yara et intégrées à l'outil. Donc à quoi ça sert? Ça sert à la fois à détecter le compilateur qui a été utilisé pour le programme, et aussi à détecter éventuellement le packer si jamais il y en a un. Voilà. Le problème de ça, c'est que PEID est plus maintenu depuis de nombreuses années maintenant. Et voilà, je pense qu'on peut se poser la question légitimement de savoir est-ce que les règles qu'ils avaient, elles sont encore pertinentes ou pas. Donc potentiellement, c'est quelque chose que j'enlèverai à moyen ou long terme. Ou je peux en refaire, mais ça, je crois que c'est quand même pas mal de boulot. Voilà, on verra. Un plugin pour les chaînes de caractères suspectes. Donc l'idée, c'est de regarder toutes les références potentielles à des outils système du type regedit, task.mgr, les noms de processus d'antivirus, donc tout ce qui est nom d'AV, tout ce qui est debugger. Il y a, par exemple, FinFisher, il a tendance à vérifier s'il n'y a pas Procmon qui est en train de tourner ou des choses comme ça. Donc c'est bien que si jamais la chaîne de caractères n'est pas offusquée à l'intérieur, on peut peut-être la retrouver. Voilà. Il y a aussi, je recherche des références aux clés de registre spécifiques, donc la fameuse clé run de Windows pour voir s'il n'y a pas de la persistance, des références à la WMI parce qu'on peut aussi passer par là. Il y a aussi certaines techniques de détection de machines virtuelles qui se basent sur certains magic qu'on peut rechercher. Enfin, tout cet ensemble de techniques-là, j'essaie en fait de tenir à jour mes règles de manière à ce que dès que quelque chose est publié dans un rapport, ajouter cette détection en Mananalyze pour que ça puisse être remarqué si jamais les chaînes sont pas trop, le binaire n'est pas trop obfusqué. J'ai aussi un plugin de détection de la cryptographie. Donc pour ceux qui connaissent le FineCrypt de IDA Pro, c'est exactement le même concept. Donc je ne sais pas si c'est très visible au tableau, c'est pas certain. Je vais faire un petit zoom ici. Voilà. Donc le principe, c'est vous trouvez dans une bibliothèque de cryptographie un ensemble de constantes qui sont caractéristiques d'un algorithme. Et puis, si jamais vous retrouvez ces constantes dans un programme, derrière, vous pouvez supposer avec un haut degré de fiabilité qu'il utilise cet algo de crypto. Donc c'est un boulot que j'ai fait à la main pour tous les algos de hachage, AES, DES, RC45, etc. Tout un tas de différents algorithmes qui sont les plus couramment utilisés. Je recherche aussi les OID pour si jamais les algorithmes sont référencés par ça, non pas par implémentation, mais par leur OID directement. Et je regarde s'il n'y a pas des DLL intéressantes, genre celles d'OpenSSL qui sont chargées. Et bien sûr, les références à l'API cryptographique de Windows. À part ça, j'ai un plugin qui détecte les packers. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une waitlist de noms de section. J'ai aussi une blacklist de noms de section qui correspondent à plein de packers connus. Une autre heuristique qui peut être utilisée, c'est regarder si le nombre d'imports qui est fait dans l'exécutable est raisonnable. C'est-à-dire si jamais vous avez un exécutable PE qui a moins de 10 imports, vous pouvez hautement suspecter que c'est qu'il a été packé, parce que même un Hello World c'est compilé avec Visual Studio, il va en avoir beaucoup plus que ça. Après il y a des recherches de sections qui ont une haute entropie ou qui sont à la fois accessibles en écriture et exécutable. Et enfin quelques petites idiosyncrasies, on va dire, qui sont causées par certains packers. Quelque chose que j'avais remarqué à une époque, c'est qu'il y avait des exécutables qui avaient des ressources dans les headers des ressources. En fait, la taille des ressources était plus grande que l'exécutable lui-même. Donc qu'est-ce qu'on pouvait en déduire? On pouvait en déduire que certainement qu'il y avait un packer qui était passé par là, qui avait tout compressé et qui allait ultérieurement en mémoire derrière décompresser au moment de l'exécution et remettre l'exécutable dans son état initial, mais qui n'avait pas pour autant modifié les différents headers des ressources. Donc c'était une des techniques que j'avais trouvées aussi pour voir s'il n'y avait pas des traces de modification du programme. Il n'y a pas aussi le whitelist et le blacklist de l'impôt, donc si on apporte telle et telle librairie, il y a peut-être des chances que l'autre librairie, alors que s'il n'y a aucune autre librairie, il y a peut-être une chance que ce soit un élément comme ça. C'est une excellente question.
Donc effectivement, il y a un plugin qui est dédié à l'analyse des imports. Donc il y a bien sûr tous les tests standards du type ouais, tous les tests standards du type est-ce qu'il y a virtual alloc, write process memory, create mode thread, etc. Si oui, bon, c'est pas bien. Mais aussi, en fait, il y a une classification de tous les imports qui est faite en fonction du type d'usage. Par exemple, est-ce qu'il y a des fonctions de networking, tous les URL download to file, tous les fonctions socket, la socket API bas niveau, etc. Je classifie aussi tout ce qui est API qui manipule les services, le registre ou les autres processus. Toutes les fonctions qu'on peut utiliser pour faire de l'anti-debug, et bien sûr les techniques d'injection de code, donc les sélections un peu avancées type process hollowing, power loader, atom bombing. Dès qu'il y a une nouvelle technique en fait, qui est publiée, qui permet de faire de manière créative une injection de processus, moi je rajoute dans Memanalyze en fait, la combinaison d'imports de manière à ce que plus tard elle puisse apparaître et puis être signalée. La question en filigrane sur getProcAddress load library, elle était intéressante. Effectivement, il peut y avoir des imports qui sont résolus de manière dynamique. Malheureusement, ce n'est pas forcément quelque chose que je peux détecter actuellement. Enfin, je peux voir qu'il y a le getProcAddress load library, auquel cas je signale que potentiellement il se passe quelque chose. Mais après, quelles sont les fonctions qui sont appelées à travers ça? Actuellement, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de résoudre. Donc, je ne peux pas faire beaucoup plus que lever un warning. Voilà. Un truc que je peux faire par contre et que je recherche dans le plugin sur les chaînes de caractères suspectes, c'est d'aller regarder s'il n'y a pas des noms de fonctions importées XORées quelque part dans le binaire. Voilà. Tu donnes des faux positifs un peu plus tard? Alors je ne parle pas vraiment de faux positifs un peu plus tard à part. Pour moi, l'idée du programme, c'est vraiment qu'il présente toutes les informations à l'utilisateur et après, c'est sa responsabilité que de les croiser et être capable de dire est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qui va être caractéristique d'un comportement malicieux ou pas. Ma position, en fait, mon approche en fait, du projet de base, c'était de me dire je vais faire aucun scoring parce que c'est trop compliqué et que je vais partir dans peut-être du machine learning, j'y comprends rien, peut-être qu'il va y avoir des problèmes de faux positifs que je ne pourrais pas résoudre, etc. Donc mon idée, c'était vraiment d'afficher le plus d'infos possible et puis de laisser l'utilisateur faire la part des choses sur la base de ces informations. À ce titre, d'ailleurs, chaque plugin, il va donner un avis qui lui est propre, qui est soit suspect, soit malveillant, soit sûr. Mais c'est pas du tout choquant d'avoir deux plugins qui disent ça a l'air sûr, et un qui dit c'est malveillant, un autre qui dit suspect. En fait, parce qu'il peut y avoir un programme légitime qui aura un certificat Authenticode expiré, mais qui en même temps est connu sur VirtuStotal comme étant pas malveillant, mais qui peut utiliser des combinaisons d'imports qui sont suspectes. Tout ça, ça peut être tout présent dans un même exécutable. Et j'ai décidé de ne pas prendre le parti, pas prendre le risque, moi, d'essayer de faire un jugement que je ne suis pas capable de faire. Et sur les PE que toi tu analyses, tu dois en avoir quelques exemplaires maintenant, tu ne te maintiens pas une base de données qui te permettrait justement de prendre du recul par rapport à ça et d'avoir un avis, même si j'entends que tu ne veux pas faire au-delà de ce que fait l'outil là-dessus pour l'instant, parce que c'est quand même un plus en termes de connaissances. J'ai pas de bonne réponse à cette question dans la mesure où j'ai pas le sentiment que chaque malware, ou d'ailleurs même pas malware, est un peu unique et qu'il y a vraiment des cas non conformes à chaque fois. On trouve vraiment tout et n'importe quoi, des malwares qui sont signés par Komodo en général. On trouve des programmes complètement légitimes qui, eux, font des trucs qui ont l'air vraiment sales de l'extérieur. Donc moi je vois vraiment l'outil comme une manière d'avoir un avis a priori pour justifier si oui ou non on va passer du temps sous IDA, voir qu'est-ce qui se passe plus profondément, ou même justifier si on va passer 10 minutes de QQ Sandbox dont la queue est potentiellement assez longue. Mais j'essaye de prendre vraiment de ce recul, de pas trop me baser sur cette analyse statique préliminaire pour faire un jugement final sur un programme que je suis en train d'étudier. Ah oui, un plugin un peu plus récent, qui est un peu assez rigolo, c'est le plugin Bitcoin. Donc l'idée, c'est de trouver dans le binaire, est-ce que oui ou non, il n'y a pas une adresse Bitcoin qui est cachée quelque part. Ça peut en général traduire la présence d'un ransomware. Là, par exemple, c'est un extrait de rapport qui est de WannaCry, dans lequel on voit les adresses Bitcoin qui apparaissent. Donc si jamais vous faites une recherche sur cette adresse-là directement, vous allez tomber sur tous les rapports de Strat Intel, ça permet de gagner un peu de temps.
Pour éviter les faux positifs, là dans ce cas précis, les adresses Bitcoin, elles ont une structure particulière qui est que je crois que c'est les 4 ou premiers ou derniers octets qui sont le SHA-256 ou le début du SHA-256 du reste de l'adresse. Donc ça permet de ne pas signaler n'importe quelle chaîne de caractères qui est en random, mais en fait qui pourrait être une adresse Bitcoin. Dernier plugin, c'est le plugin d'AuthenticCode, donc qui permet de vérifier la signature numérique du programme, donc si jamais il y en a une. Alors, si jamais le programme, dans son manifeste, il prétend venir de Microsoft, Oracle, Google, et qu'il n'est pas signé, bah là on peut lever une alerte tout de suite. Ça permet de gagner du temps pour tous les malwares qui sont passés pour Chrome ou pour Acrobat Reader. Le problème de ce plugin, c'est que malheureusement, pour l'instant, il est seulement disponible sous Windows, tout simplement parce que pour faire une vérification de signature AuthenticCode sous Unix, il faut utiliser OpenSSL. Je suis actuellement en train de travailler là-dessus, ça fait un petit moment que je bosse dessus. Je pense que tous ceux qui ont une expérience avec OpenSSL savent à quel point c'est une souffrance. Mais au-delà de ça, il y a quelques problèmes supplémentaires qui sont que la Windows de base, il a avec lui embarqué tous les certificats de confiance. Sur Linux, ils ne sont pas présents évidemment, donc la question se pose de comment est-ce que je fais pour les distribuer. Est-ce que je les donne avec Manalize? Est-ce qu'il faut avoir un service tiers en ligne? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut même les sortir de Windows? Je ne sais pas. Il y a un dernier problème qui est que les exécutables Windows, en fait, ils ne sont pas signés souvent, mais ils sont connus par hash dans le catalogue de sécurité de Windows. C'est-à-dire que vous prenez la calc.exe ou MS Paint, si ils ne sont pas signés, malgré tout, si vous faites un clic droit dessus, propriété, ils sont quand même reconnus comme légitimes parce que leur hash est quelque part dans une base de données. Donc ça, Manalize, si vous êtes sur Windows, eh ben, il va aller checker si le hash est connu, auquel cas c'est gagné. Si vous êtes sous Linux, ce catalogue, vous n'y aurez pas accès de toute manière, et donc l'info est perdue, quoi. Donc voilà. Ah oui, et bien sûr, le virus total. Donc si jamais vous voulez les résultats de détection antivirus, vous pouvez envoyer le hash sur VT. Si jamais le fichier n'a jamais été vu, on considère que c'est suspect. Si jamais le sample est marqué comme 50 détections sur 50, et c'est aussi suspect, voire même franchement malveillant. Qu'est-ce que j'ai à dire à ce sujet? Il faut une clé API Virus Total. Alors je leur ai demandé si je pouvais en mettre une pour tout le programme et puis la distribuer à tout le monde, ils n'ont pas voulu. Donc chaque personne est obligée d'aller s'inscrire sur Virus Total et puis d'avoir sa propre clé API. Désolé pour ça. Voilà. Une dernière chose là-dessus, c'est que je comprends que tout le monde n'ait pas envie d'envoyer des informations à Virus Total. Donc tous les plugins en fait sont optionnels, vous pouvez choisir ceux que vous activez, ceux que vous n'activez pas. Si jamais vous ne voulez pas envoyer même juste un hash à Virus Total, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et puis si jamais ça ne vous pose pas de problème, vous pouvez activer le plugin, mais il n'y a aucune obligation. Non, tout est optionnel. J'avais créé aussi un site qui s'appelle manalizer.org, qui est en fait un simple portail sur lequel vous pouvez tester l'outil en ligne. Le programme, a priori, ne doit pas être trop compliqué à compiler, à utiliser, mais après, potentiellement, si vous avez une analyse à faire de temps en temps, vous n'avez pas forcément envie de récupérer le code sur GitHub et puis de le builder. Donc, pour tester, pour voir ce que ça donne, ou alors pour l'utiliser de manière ponctuelle, vous pouvez passer par là. Donc vous pouvez envoyer un fichier ou un lien pour avoir une analyse en ligne. Il y a aussi un accès via une ligne de commande. J'ai aussi un partenariat avec VirusBay qui automatiquement, les samples, il me les envoie pour avoir un rapport qui soit automatiquement généré. Je ne partage pas moi les samples avec qui que ce soit, mais je demande à personne de me faire confiance. C'est-à-dire que si jamais vous pensez que vous ne voulez pas m'envoyer vos fichiers tout simplement, vous pouvez aussi télécharger le code source du programme et l'utiliser localement et il n'y aura rien qui me sera envoyé. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'utilisation, la réutilisation, quelque chose qui est assez important pour moi, en fait, il n'y a rien que je déteste plus. Je crois que télécharger un code source sur GitHub, essayer de le compiler et puis de ne pas y arriver, ça me rend vraiment assez furieux. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts, j'espère qu'ils sont suffisants pour que Manalize soit assez facile à reprendre en main. Donc l'idée, c'est que pour builder l'outil, vous faites apt-get install les dépendances, git clone et cmake make. Normalement, il n'y a pas besoin de plus. Si ce n'est pas le cas, envoyez-moi un mail et puis je ferai ce qu'il faut pour que ce soit pour rectifier la situation. Si vous voulez écrire des plugins pour l'outil, il n'y a pas besoin de lire le code source. C'est-à-dire que j'ai une doc qui est vraiment complète, je pense, qui est sur docs.manalizer.org, dans lequel il y a des exemples. Donc ça explique quelle est toute l'API du parseur, qui vous permet de requêter les informations qui sont fournies par le parseur pour ensuite récupérer ce qui vous intéresse et puis les croiser de la manière qui vous paraît judicieuse. Et puis enfin, vous pouvez aussi prendre le parseur PE, le sortir de Manalize et puis le mettre dans un autre projet, si jamais vous avez besoin de faire un projet en C++ qui parse des PE. J'ai fait en sorte que
que le projet soit suffisamment segmenté pour qu'on puisse vraiment sortir la partie parseur et la mettre ailleurs. Donc, à titre d'exemple, ce que j'ai fait, c'est que vous trouverez sur mon blog un post dans lequel j'explique comment est-ce qu'on fait pour utiliser Manalize pour faire du process following, c'est-à-dire on utilise le parseur pour aller s'injecter dans un autre, pour aller lire un exécutable qui nous intéresse et pour arriver, avec l'information qu'on lit, à l'injecter dans un autre processus en faisant la technique bien connue du process following. Donc, en ce qui concerne les travaux futurs, donc un truc que j'aimerais beaucoup faire et que pour l'instant sur lequel je n'ai pas passé assez de temps, ou en tout cas j'ai pas eu assez de fois, c'est finir de me battre avec OpenSSL pour avoir un plugin d'AuthentiCode sur Linux. Là où j'en suis, c'est qu'actuellement, en Unix, le Manalize est capable de voir si un programme est signé numériquement, il est aussi capable de sortir qui est le issuer de la signature, qui est l'émetteur. Voilà. Mais après, l'authenticité de la signature en elle-même, elle n'est pas vérifiée, et c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille, mais c'est du PKCS 4, je crois, et honnêtement, j'aime pas ça. T'as pas la possibilité, là-dessus, j'ai pas regardé du tout, mais avec PolarSSL ou des choses comme ça, d'obtenir la même chose, mais avec un truc qui soit utilisable? Peut-être, certainement. Je sais pas si PolarSSL il vient avec son parseur ASN1, parce qu'il y a besoin d'ASN1 pour aller lire tous les champs de fait. C'est peut-être à regarder, parce que Effectivement, pour sortir d'OpenSSL. Ouais, c'est une bonne remarque. Un souci qu'il y a avec AuthentiCode, c'est que c'est du PKCS 4. Alors je crois que c'est PKCS 4, si c'est un PKCS autre chose, pardonnez-moi. Mais en tout cas, la norme est un tout petit peu modifiée. C'est-à-dire que Microsoft, ils ont rajouté leur propre surcouche autour, ce qui fait qu'un parseur PKCS 4 standard, de toute manière, il ne peut pas aller tout récupérer. Et donc, il y a besoin de mettre de l'huile de coude. Voilà. Donc certainement, si j'arrive à terminer ça un jour, que les problèmes de crypto sur la vérification des signatures seront rajoutés aussi au bug bounty. Quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, c'est un plugin de reconnaissance des icônes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très très courant d'avoir un programme qui a une icône de dossier ou une icône de PDF pour inciter l'utilisateur à cliquer dessus. Et donc, si jamais j'arrivais à rajouter une forme de reconnaissance d'image, ou avoir une base d'images connues qui sont une icône de PDF, une icône de dossier, une icône de Chromium, des choses comme ça pourrait être assez intéressant de lever des alertes en disant attention, ce programme-là, il a une icône d'un programme connu, mais ça n'a pas l'air d'être un programme connu, peut-être méfiance, quoi. Une autre chose que j'aimerais bien faire, je ne sais pas si c'est complètement possible, c'est résoudre les imports dynamiquement avec Capstone Engine, c'est-à-dire aller regarder le code assembleur du programme, essayer de trouver les appels à load library get proc address, et puis remonter un peu pour voir quels sont les paramètres, et être capable comme ça de voir quelles sont les fonctions qui sont appelées dynamiquement, et puis ensuite les ajouter aux imports les ajouter comme s'il étaient des imports qui étaient faits de manière traditionnelle. Voilà. Enfin, deux autres petits projets sur lesquels j'aimerais passer du temps, ce serait ajouter un moteur de recherche sur manalizer.org, c'est-à-dire de manière à indexer tous les programmes qui sont exécutés pour faire des recherches du genre sortir tous les exécutables qui sont signés par tel certificat et qui en plus ont une section machin qui a fait telle taille ou moins, etc. etc. Donc faire des recherches complexes sur des exécutables. Dernière chose, des bindings Python pour pouvoir instrumenter Manalize depuis Python, simplement. Donner accès au parseur depuis les scripts, de manière à ce que les gens puissent de manière à ce que les gens puissent jouer avec Manalize en fait, sans avoir à faire du C++, parce que je sais que ça peut être un frein aussi. Voilà, donc si jamais je suis dans les temps, je vais faire une petite démo. Ouais, c'est bon, sans problème. Ok. Alors. Je vais poser le micro. Si jamais vous m'entendez plus, vous criez. Ouais. MBTLS, qui est la suite de PolarSSL, ouais. Importe un truc ASN1. Ok. Par contre, il est limité. Par exemple, si tu as des entiers négatifs ou des choses comme ça, il le gère pas. Ça devrait pas être de problème. Ouais. Voilà. Ils le disent, c'est pas prévu pour ça, vous pouvez l'utiliser. C'est peut-être déjà un début de réponse. Ok, ben, merci beaucoup pour l'info. Est-ce que c'est assez grand ou je grossis encore un peu? Peut-être encore un peu? Ça, il dorme au fond. Ouais. C'est bon? Allez, on va se mettre comme ça. Donc là, à titre d'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fichier inconnu qu'on m'avait fourni il y a quelques années, en 2014, avec pas trop d'explications, en disant c'est sûrement une attaque informatique. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en déduire à partir de là. Alors, j'ai pas internet tout de suite, je pourrais me connecter au réseau Wi-Fi. On va faire 100, donc si ça rame un petit peu, c'est parce que VirusTotal est injoignable. Voilà.
Donc là, la première chose que je fais, c'est l'option dump. En fait, c'est plus ou moins dire au parseur de m'afficher tout ce qui parse. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas d'utilisation classique, dans le sens où, généralement, quand on analyse un programme, on s'en fiche un peu de savoir qu'est-ce qu'il y a dans quelle structure. Malgré tout, ça permet de montrer un petit peu quelles sont les informations qui sont récupérées. En particulier, j'attire l'attention sur la date de compilation, qui est intéressante ici, parce que, en fait, je crois que j'avais eu le sample, on m'avait donné le 17 janvier. Donc, même si c'est des timestamps qui peuvent être falsifiés, ça laissait quand même penser que potentiellement c'était un exécutable qui avait été compilé juste pour le client. Voilà. Autre chose intéressante, il y a aussi des références qui sont données un peu partout dans le binaire vers différents langages. C'est-à-dire que dans les ressources, elles ont un lang ID qui est associé, les manifestes aussi. Enfin, il y a dans plusieurs endroits des références à diverses langues. Et Manalize fait la liste de toutes ces langues qui sont affichées à droite à gauche pour pouvoir pour les afficher ici pour potentiellement, alors c'est pas de l'attribution, mais pour donner une idée de potentiellement d'où est-ce que ça peut venir ou sur quel genre de machine ça a été compilé. Donc derrière, bon, vous avez tous les headers, le DOS, header PE, etc., etc., les sections, le point texte, data. Bon, je passe rapidement. La liste des imports, donc ça, je ne m'attarde pas dessus parce qu'on va y revenir après. La liste des ressources, là aussi, je passe vite parce que les plugins, ils font un meilleur travail que notre œil humain. Donc je vais relancer ça, mais cette fois-ci, non plus avec l'option dump, mais avec les options plugins. Donc là, voilà, VirusTotal pas trouvé. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une signature ClamAV, donc Win Trojan B. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé à l'époque, ils l'appelaient Trojan Sloss. Je pense que c'était un peu moins générique. Bon, c'est pas très important. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une signature PEID. Alors celle-ci, elle revient assez souvent, je pense que c'est un faux positif. Potentiellement, il faudrait que je la dégage. On a des constantes qui sont liées à l'algorithme DES. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que le binaire il est en train de faire de la crypto. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit donc, dans les listes des imports, create process chez l'execute. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand druide pour se douter qu'avec en plus create file et get temp pass, vraisemblablement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'être droppé. Alors, qu'est-ce qui est droppé? Bonne question. Qu'est-ce qu'on voit en dessous? Ressource 108, c'est un document PDF. Ressource 109, c'est un exécutable PE. Et d'ailleurs, 93% de l'exécutable, c'est des ressources. Donc vraisemblablement, ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin pour savoir qu'est-ce qu'est en train de faire le programme sur la machine. Bon après, si jamais vous aviez sur VirusTotal, si vous faisiez la requête VirusTotal, vous verriez ensuite toutes les signatures qu'il y a, parce qu'il y en a un paquet pour celui-ci. Donc comme là on a vu qu'il y avait des ressources intéressantes, ce que je vais faire c'est que je vais les extraire. Bon. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans le dossier? Alors, je vais aller y faire un tour. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a dans les ressources extraites, on a trois fichiers. On a un PDF, une icône, qui est celle-ci, qui est en fait l'icône du programme. Donc là encore, on peut essayer de deviner pourquoi est-ce que le programme il a une icône de PDF alors que c'est pas du tout un PDF. Et on a un point .exe qui est à côté. Donc si on regarde le PDF, bon, c'est un message d'erreur générique, enfin un message d'erreur, c'est plutôt un faux PDF qui contient un message d'erreur qui fait croire aux gens que en fait c'est pas que c'était un PDF. Je regarde ça plus tard. Ça c'est les copains, ils savent qu'on présente des trucs et du coup ils peuvent pas s'empêcher. Bon, et enfin, un programme qui a été extrait, qui était contenu dans les ressources. Donc ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'analyse et puis regarder qu'est-ce que c'était que ce programme. Je crois que c'était le 109, voilà. Et donc là, on relance, même chose, pas de VirusTotal. Là aussi, on a une signature ClamAV. Encore les constantes DES. En fait, celles qui étaient détectées à l'étape précédente, c'était les constantes qui sont présentes dans celui-ci, qui étaient dans les ressources, mais qui étaient vues quand même. Donc, parmi les imports intéressants, on voit qu'il y a du create process et du internet open, internet read file, internet open URL. Donc là aussi, on n'est pas encore en train de faire une analyse poussée, mais on peut suspecter que le programme est en train de se connecter à Internet, qui va essayer de lire des commandes et ensuite faire du create process sur la base de ce qu'il aura lu. Voilà. Donc, sans même aller plus loin que ça, on a en quelques minutes une bonne idée de ce que fait le programme et de est-ce que ça mérite d'être fouillé plus en profondeur. Donc. Et, les résultats, là, tu les sors en texte direct? Oui.
Tu as une option pour les sortir avec un JSON ou... Ouais, alors attends, du coup je vais le faire tout de suite. Là. Voilà, donc là c'est la sortie JSON. Si jamais vous voulez intégrer Manalize dans une chaîne d'outils, vous pouvez utiliser ça. C'est en fait la sortie que moi j'utilise sur le site internet avec Manalize, qui est un site en Flask Python. Donc moi je lance l'analyse, on envoie un programme, le Flask lance Manalize, il sort l'output en JSON, et ensuite le JSON est intégré dans des templates de pages qui sont prévus à cet effet, quoi. Il faut mettre une XSS dans les imports par exemple. Ça a été testé. J'ai effectivement quelqu'un pour le bug bounty qui a eu cette bonne idée d'essayer de faire du XSS à travers ça, mais c'est pris en compte en fait à travers Flask, le framework, il est capable de le bloquer automatiquement. Mais t'es invité à faire plus de tentatives. Hop, ça je vais le sortir. Et puis un flag que j'avais pas mis mais qu'on peut aussi avoir, c'est jamais si vous voulez juste faire une recherche directement du malware, vous prenez le import hash, là j'ai pas internet, mais vous faites une recherche Google de ce truc-là, vous allez tout de suite tomber sur des rapports de la PT1, de la campagne Siesta des années 2014, et vous aurez l'ensemble des informations plus tard. Vous remarquerez ici, vous avez une date de compilation qui était un tout petit peu différente de l'autre. C'est-à-dire que là, l'autre c'était genre le 14 janvier, celle-ci c'était 13 janvier, donc on peut suspecter qu'elles n'ont pas été modifiées, mais que c'est bien quelqu'un qui compile le premier, puis d'abord le premier, puis ensuite le deuxième, avant de l'envoyer à ses cibles. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc si jamais vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas. Puis sinon, tout le code est sur GitHub, je vous invite à essayer. Puis si jamais il y avait des bugs ou quoi que ce soit, ou des suggestions, n'hésitez pas à ouvrir un ticket. Et puis merci beaucoup pour votre attention. Ça fait combien de temps que tu le développes? Depuis combien de temps je développe l'outil? Alors le développement a commencé en 2014. La grosse majorité du développement s'est déroulée entre 2014 et 2015. Depuis, en fait, une fois que le parseur PE a été finalisé, ça a été des petites touches qui ont été rajoutées à droite à gauche, notamment Windows 10 a rajouté des nouvelles, pas des nouveaux champs, si on peut dire des nouveaux champs, en tout cas il a complexifié un peu la norme PE, avec tout ce qui est contrôle flow guard et des choses comme ça, ils ont rajouté des entêtes en plus, donc de temps en temps je dois rajouter des choses au parseur, mais globalement, là le travail maintenant ça se limite à soit me battre une demi-journée avec OpenSSL et renoncer, soit créer des nouvelles règles en fonction de ce que je trouve dans les rapports de threat intel public qui sortent. Donc je dirais que maintenant, c'est pas un boulot énorme.